Notre invité est coach spirituel et consultant en développement personnel. Avec lui, nous allons parler du pouvoir. On va également parler de l'intérêt et de la peur que les gens définissent comme les traits caractéristiques de la politique. Il s'agit de Eddy Louis Yovo. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur Louis. Michel Takwa. Michel Takwa, je vais très bien. Vous êtes très jeune coach spirituel surtout, consultant en développement personnel. Effectivement, et les gens le disent, mais je ne crois pas que je suis aussi jeune que ça. Ouais. Donc, Alors, on va parler de certaines choses, de la peur, par exemple, de l'intérêt, qui est un pouvoir, si on peut le dire, de domination, si on le définit ainsi, et de l'amour, qui est une sorte de responsabilité quand on a le pouvoir. Comment véritablement éclairer cela, Eddy Yovo? je vous remercie premièrement. Et nous devons savoir que nous ne pouvons pas cerner les mécanismes de la politique si nous ne cernons pas réellement les valeurs qui incarnent cette politique. Ouais. Donc, le pouvoir, ou bien le champ de la politique est régi par ce que nous appelons le pouvoir. Ouais. Sauf que ce pouvoir s'exerce seulement sur un plan et non pas sur l'autre. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Et nous voyons que dans la politique, le pouvoir est basé soit sur la peur ou soit sur l'intérêt. Et les gens excluent cette responsabilité que le pouvoir incarne d'une manière. Parce qu'ils n'ont pas pu baser leur pouvoir sur l'amour, c'est-à-dire l'intérêt général, le bien-être des autres, l'altruisme. Donc, ils se voient qu'ils n'ont pas cette responsabilité-là. Et la peur et l'intérêt personnel a dominé leur pouvoir dans la politique. Alors, quand vous parlez de peur et de l'intérêt, la peur, on voit cela plus pour les pouvoirs qui sont en Afrique et certaines parties du monde où on parle plus de dictature et autres. Par contre, chez les Occidentaux, et Eddy Yovo, il faut dire que quand on prend la France, quand on prend les États-Unis, encore d'autres pays, ce n'est pas aussi cela. C'est une remarque peut-être personnelle? Ou bien il y a des choses cachées derrière ces réalités? Effectivement, je vais dire que c'est seulement la perspective que nous avons à observer certaines choses qui nous dit parfois que certains n'adoptent pas la peur et que d'autres en adoptent. Au fin fond, soit la peur a été adoptée d'une manière secrète et que nous ne le cernons pas, et qu'à notre niveau, c'est-à-dire en Afrique, ça c'est manifeste et que nous le voyons. Voilà. Sinon, dans la politique, En général, il y a la peur qui est semée d'une manière ou d'une autre. Et cette peur d'ailleurs qui est semée, la peur ne réside pas seulement au niveau de la population. Pourquoi ceux qui ont le pouvoir sont obligés d'imposer, par exemple, la peur d'une manière ou d'une autre? Parce qu'au fin fond, eux-mêmes, ils ont peur. voilà. Je suis à un niveau, voilà, j'ai peur que quelqu'un me destitue par hasard. Donc, il faut que, étant donné que j'ai peur, je connais l'effet réel de la peur. Donc, il faut que moi aussi, je peux semer cette peur-là en des gens, ils auront aussi peur et il y a la confusion. Et en ce moment, peut-être, moi, j'aurai la maîtrise des choses. Donc, vous voulez dire que la peur n'est pas uniquement au niveau de la population, mais également à leur niveau. Quand on voit des régimes dictatoriaux, par exemple, c'est cette peur qui pousse les gouvernants de certains pays à durcir, si on peut le dire, les contours de leur politique. Oui, de façon générale et même personnelle, et je crois que c'est cette peur-là. Parce que nous devons toucher l'essence réelle des choses. Pourquoi je vais vouloir semer la peur si moi-même je n'ai pas peur de quelque chose? Soit je me sens en danger, soit je ne suis pas en mesure de fuir, donc je suis obligé de faire peur à ce qui me fait peur en fait. Ouais. Donc, je vais dire que c'est tout comme si c'est ce que nous appelons effet miroir. Ouais. C'est le reflet en fait de ce que vous envoyez. Et vous voyez ce que vous envoyez et en même temps vous êtes ce que vous envoyez. C'est un peu philosophique. C'est un peu philosophique. Donc, ceux qui imposent la dictature, au fin fond, ils ont peur.
Et ils croient que lorsque ils vont vouloir imposer cette dictature, c'est la peur là, en ce moment, ils peuvent maîtriser leur politique. Alors, vous parlez également de l'intérêt. L'intérêt là-bas, Eddy Louis Yovo, est-ce qu'il est personnel? Est-ce qu'il est destiné à une sorte de communauté ou bien un clan doré pour le pouvoir qui dirige, bien sûr? Ou bien l'intérêt là, il est collectif? S'il est collectif, alors c'est l'amour dont vous voulez parler. Oui, effectivement, l'intérêt est personnel sur presque tous les plans. Parce que nous devons savoir que l'ego est personnel, mais l'ego peut être collectif en fait. C'est-à-dire que je cherche mon intérêt personnel et tant que je vois que l'intérêt de l'autre favorise mon intérêt, alors je permets son intérêt. Ça ne veut pas dire que, en fait, que mon intention est basée sur l'amour, non. L'amour cherche l'intérêt général, sans exclure qui que ce soit. Tout le monde est inclus, c'est-à-dire on parle du monde en fait. Tout le monde est inclus dans l'intérêt général. Mais dans l'intérêt personnel, soit vous êtes 300, 400 000 personnes, 1 million de personnes, voire 1 milliard de personnes, et puis vous cherchez votre intérêt. Ça, ce n'est pas l'intérêt collectif. D'une manière, c'est l'intérêt personnel de l'ego collectif, en fait. Je ne sais pas si je me fais trop comprendre. Oui, vous pouvez toujours éclairer. Donc, étant donné que si vous êtes 100 personnes, même, vous direz nous, en fait. C'est-à-dire que le moi exprimé sur plusieurs plans, nous et les autres, en fait. Soit c'est moi et toi contre toi, et nous contre les autres, en fait. Donc, l'intérêt personnel a toujours régi le pouvoir dans la politique. Il est rare de trouver ce qui serait bon, c'est d'exercer cet intérêt général dans la politique, ce qui va faciliter la tâche et va responsabiliser en fait beaucoup de personnes. Mais ça ne se fait pas et nous voyons que c'est l'intérêt personnel passant par l'ego collectif qui régit en fait la politique. Et justement, quand on parle de l'intérêt personnel là-bas, Eddy Louis Yovo, est-ce qu'on veut parler de l'argent, des biens de ce monde? Il y a encore d'autres choses qui rentrent en jeu? Parce que généralement, pour le commun, quand on parle de l'intérêt, c'est l'argent, surtout l'intérêt financier. Je vous remercie beaucoup pour cette question. En fait, l'intérêt personnel, par exemple, lorsque nous parlons des biens matériels ou, je ne sais pas, de l'argent, des voitures, des maisons, ça, ce ne sont que des moyens pour pouvoir satisfaire l'ego qui cherche son intérêt personnel. Ce ne sont que l'argent n'est qu'un moyen, étant donné que c'est un moyen en fait qui permet, qui donne beaucoup de choix. L'argent n'a jamais donné le bonheur, non. Ça donne le choix de pouvoir profiter de ce qui peut satisfaire l'ego. Et cette satisfaction n'est pas éternelle. C'est pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années. Et vous retombez en fait dans le même cercle vicieux. Et vous voulez encore plus en fait. Donc, ce n'est pas, quand on parle de l'intérêt personnel, ce n'est pas forcément l'argent ou quoi. En fait, l'ego dans la politique cherche à avoir l'argent pour pouvoir se satisfaire de son désir caché, qui est la satisfaction intérieure. Moi, je peux beau avoir de l'argent. Personnellement, je peux beau avoir de l'argent, avoir une voiture, avoir beaucoup de femmes ou je ne sais pas quoi. Mais au fin fond, je veux nourrir un manque interne. Et j'ai cru, en fait, dans ma croyance, j'ai cru que l'argent, la femme, les voitures peuvent m'accorder tout ça là. Mais au fin fond, nous nous trompons. Nous nous trompons beaucoup, c'est pour cela que nous sommes chaque fois en quête de ce que nous avons déjà. Et c'est un peu fou lorsque vous cherchez ce que vous avez déjà trouvé. Et quand généralement vous vous approchez des analystes politiques, ils disent que l'amour n'existe pas en politique aujourd'hui. Est-ce vrai, Eddy Yovo? Oui, effectivement, je crois que c'est purement vrai et c'est une évidence parce que la politique n'a jamais commencé par l'amour. N'a jamais commencé à partir de l'amour, non. On avait même si on le dit peut-être, on peut le dire urbi et orbi, l'amour et autres, mais vous pensez que derrière, ce n'est pas cela? Oui, parce que tu vois, c'est plus facile de le dire que de le faire en fait. Et
pour pouvoir matérialiser quelque chose, c'est l'action qui matérialise les choses et non les paroles ou bien seulement les pensées. Après les pensées, après les paroles, il faut concrétiser son action. Et en politique, l'amour a été exprimé de façon orale et puis ça s'arrête là. Mais de façon physique ou bien manifeste comme ça n'a jamais été. Et tous ceux qui savent, comprennent un peu la politique, se disent qu'en fait, c'est déjà basé sur le non-amour. On ne peut pas... Parce que lorsqu'il y a l'amour, il n'y a plus d'intérêt, en fait. Il n'y a plus de peur. Ouais. L'amour est d'une manière innocente, pure et exempte de tout souillure. Mais la politique est basée sur l'ego. C'est l'ego qui cherche ses satisfactions dans des petits trucs, dans des coups bas, dans des rancunes, dans des conflits. C'est l'ego qui cherche ça. Mais on a érigé en fait la fondation de la politique sur l'ego et non sur l'amour. Bah, autrement dit, en politique, entre l'amour et l'intérêt, il y a une frontière énormissime. Oui, pour ne pas, je dis oui avec prudence, mais en vérité, je ne sais pas qui s'y connaît en politique. Moi, je ne m'y connais pas trop en tout cas. Et ceux qui s'y connaissent vraiment, je ne crois pas qu'ils peuvent parler de l'amour dans la politique. Oui, on peut parler d'une manière de l'amour, excusez-moi, de l'amour dans la politique, mais c'est l'amour personnel, l'amour de soi qui revient à l'ego en fait. L'amour de soi dans la politique, je m'aime quoi, c'est pour cela que je fais ça, peu importe que l'autre souffre. Je m'aime, tu t'aimes, ça s'arrête là. Mais l'amour dans son essence réelle, la pureté de la chose même, l'amour sans étiquetage, là, on ne peut pas trouver ça dans la politique. Ben, avant d'arriver aux approches de solutions, parce que vous êtes coach spirituel et consultant en développement personnel, c'est vrai que vous avez quelques solutions à apporter. Je vais vous poser cette question liée à la politique, puisqu'on parle de la politique, et dit lui, Yovo, quand on voit le degré de développement des pays africains, le degré de gouvernance également, à quel niveau justement se trouve la politique africaine? Bon, africaine en général, on va pas doiter un pays. D'accord. Ouais. Et pour cette question, je crois que nous devons un peu rentrer dans le fond des choses. Quelles choses? Par exemple, qu'est-ce que nous appelons par développement? Construire des immeubles, avoir des infrastructures et avoir, je sais pas, des trains électroniques, avoir des jets privés. C'est ça que nous appelons développement. Ça dépend. Pour vous, ce n'est pas ça le développement? Je crois que tout développppement qui ne donne pas la paix du cœur n'est pas un développement. Il faudrait que je me sente bien pour que je puisse savoir que j'ai évolué. Voilà, là, on est développé. Regardez par exemple aujourd'hui, le monde a tellement évolué dans la technologie. Tout ce que nous faisons, c'est à la base de la technologie. Et l'évolution a été tellement spectaculaire depuis un certain temps. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment que nous avons évolué alors que regarde le degré de stress que nous avons, des peurs que nous avons, des stress, c'est-à-dire que des souffrances intérieures que nous avons. Moi, si je dois parler de développement, je ne crois pas que ces immeubles ou bien tout ce que nous avons là, matériellement, suffisent pour parler de développement. Il faut cette pureté interne, c'est-à-dire cette fluidité interne qui puisse manifester ou bien resplendir de joie, de paix, de cohésion, de vie sociale, de cohésion sociale, quoi. Donc moi, c'est tout ça là que j'englobe comme développement. Au même moment, il faut dire que l'homme est insatiable. Tout ce que vous pouvez apporter dans votre gouvernance, les gens s'opposeront, les gens diront que c'est insuffisant. Oui. Mais il faut faire le nécessaire, vous voulez dire. Non, on n'a pas en fait besoin de faire le nécessaire. C'est que nous croyons que nous pouvons nous définir par rapport à ce que nous faisons. Là, il faut que je fasse ça pour qu'on puisse m'aimer. Alors que on se définit par rapport à ce que nous sommes en fait. Et lorsque le développement ou bien une société a basé ou bien a fondé ses valeurs sur l'ego, la société sera toujours insensible. Parce que l'ego veut plus.
L'ego a besoin de plus, en fait. Et ça ne peut jamais suffire. Mais lorsque vous basez votre valeur sociale, économique et tout sur votre personnalité, sur ce que vous êtes et non pas sur ce que vous faites, vous allez voir que chacun va se sentir responsable. C'est que il n'y aura pas cette évolution, bien ce changement de valeur où l'autre va dire je suis supérieur à toi parce que je fais mieux que toi et que l'autre fait mieux que celui-ci. Ouais. Il suffit juste de savoir, en fait, est-ce qu'on est utile? Peu importe que celui-ci fait mieux que celui-ci. Est-ce que nous sommes utiles? Parce que nous avons tous des forces, des capacités qui ne sont pas égales. Alors, nous ne pouvons pas vouloir exprimer ça pour dire que c'est parce que moi, j'ai plus de capacités que je vaux plus que l'autre. Et ça lèse en même temps l'autre qui se croit inférieur. Et qu'est-ce que l'autre va vouloir? Il va vouloir ta place, en fait. Et lorsqu'il veut ta place, c'est en ce moment que l'ego se perpétue et se nourrit. Lui aussi devient égoïste en voulant ta place. Toi aussi, tu veux te maintenir là-bas parce que tu es égoïste. Donc, pour que la politique peut faire fonctionner la société, on doit rebaser notre système sur, en fait, l'amour. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, ça je le reconnais. Parce que le peu que, par exemple, les hommes politiques peuvent faire, ne seront jamais suffisants, même s'ils en font assez. Si nous référons par exemple à la Bible, j'ai vu ceux qui ont crié le nom de Jésus ont toujours dit crucifiez-le. Ils étaient ceux qui ont dit aussi crucifiez-le. Donc la politique sait déjà ça, je crois qu'ils le savent, ils s'y connaissent mieux que moi. Ils le savent que quel que soit ce qu'ils vont faire, et ça ne sera pas apprécié. En fait, ce n'est pas parce que ça ne sera pas apprécié, mais c'est parce qu'eux-mêmes ne persistent pas de la bonne manière. Je dois préparer le terrain avant de poser mes actes pour que la personne puisse apprécier mes actes. Si le terrain n'est pas préparé, si moi je remets quelque chose qui m'est tellement précieux à quelqu'un qui ne peut pas l'utiliser à bon escient, ça veut dire que moi-même j'ai contribué à ce que cela n'évolue pas. Il faudrait que je prépare la personne pour le bien et pour pouvoir bien utiliser ce que je lui propose. Par exemple, nous devons, par exemple, dans les pays occidentaux ou bien aux États-Unis, lorsque tu gagnes à la loterie à un degré, c'est-à-dire si la somme est tellement exorbitante, on est obligé de te prendre et de te coacher. Parce qu'en fait, on sait que tu n'as pas un état d'esprit de millionnaire, par exemple. Lorsqu'on va vouloir te donner 5 millions, tu risques de les gaspiller, de redevenir pauvre. Vous aidez à fructifier cela. Là, on vous coach, on transforme votre état intérieur à devenir millionnaire, à voir les choses en tant que millionnaire, avant de pouvoir vous remettre vos millions. Mais ici, ça ne se passe pas. La personne gagne à la loto à 1 milliard de francs. Après un an, tu le retrouves pauvre. Il redevient comme ce qu'il a été. Gagné. Donc, si le gouvernement ou bien la politique, les gouvernants choisissent de faire les choses envers la population sans responsabiliser la population, et tout ce qu'ils vont faire ne sera jamais perçu comme bien. Ce sera toujours condamné. Donc, alors, coach, j'ai une idée. Le pouvoir, on peut dire, il est partout. Hein. Il est dans nos champs, il est dans nos maisons, dans nos cellules familiales et autres, dans nos entreprises. Et si tout le monde, comme vous le dites, comme solution, tout le monde arrive à apporter quelque chose de positif. Parce que là, quand on parle du pouvoir, par exemple, quand on prend le Togo, on peut penser directement au président Faure Gnassingbé, à son gouvernement et autres, alors qu'on trouve le pouvoir partout. Effectivement, le pouvoir est comme cet oxygène que nous respirons. Et même nos cellules sont organisées à respecter certaines hiérarchies dans le corps. Même nos membres sont organisés à exercer certaines fonctions qui sont destinées à tout un chacun. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le rôle à jouer dans le champ complet. Donc, dans un pays, il faut qu'on permette aux artisans de jouer leur rôle d'artisans et qu'ils en soient fiers. Il faut qu'on permette aux fonctionnaires de jouer leur rôle de fonctionnaire et qu'ils en soient fiers. Et quand je dis jouer le rôle, c'est-à-dire que vous devez assumer vos devoirs et vos droits.
C'est-à-dire, vous devez être responsable. Savoir que la pierre que je suis en train de poser, c'est pour une très grande construction. Là, je ne dois pas poser ma pierre de façon banale. Je ne dois rien négliger. Ma partition, je dois le jouer correctement. Et dans notre organisme, avant que tu ne sois en bonne santé, nous savons à peu près, quand on pose cette question à ceux qui s'y connaissent comme des médecins, ils vous le diront, c'est quand le corps arrive à fonctionner correctement, que tous les organes arrivent à jouer leur rôle correctement, que nous parlons de bonne santé. Et ça, la nature même nous l'avait enseigné. Donc, pour faire la politique, on doit savoir que tout l'État est une organisation. C'est le corps, en fait. Et maintenant, il y a des organes dans le corps qui doivent exercer leur rôle. Maintenant, tous les organes doivent permettre aux autres d'exercer leur rôle. Je donne cet exemple banal qui ne concerne pas notre débat. Si je dois manger, il faut que la bouche puisse assumer son rôle correctement. Les dents puissent assumer leur rôle, en fait de faciliter aussi la digestion, pour que la digestion aussi puisse jouer correctement son rôle. Mais une fois que c'est faussé quelque part, ça veut dire que tout le schéma est faussé. Donc c'est ce qui nous arrive et que nous n'en prenons pas conscience. Nous croyons que c'est le faire plus qui va changer quelque chose. Non, c'est l'être, c'est être plus qui va nous changer. Ce n'est pas le faire plus, parce qu'on en a fait assez. Pendant des années, on en a fait. On en a fait des guerres, des révolutions, des manifestations, des réformes, des changements, des financements. On a mis l'État a mis des financements dans beaucoup. Ça n'a pas marché. Donc, je ne crois pas qu'on va encore se baser sur le faire. On doit maintenant se baser, à mon point de vue personnel, sur l'être. Qui suis-je moi avant de savoir ce que je dois faire? Alors, exercer le pouvoir d'une manière égoïste et autoritaire, on en trouve partout, hein, pas seulement dans votre continent, l'Afrique, mais dis-lui, Yovo, qu'est-ce qui différencie ces pays qu'on appelle généralement pays développés de certains pays ou bien des pays africains, selon vous? En fait, je ne sais pas si quelque chose différencie vraiment. Parce que lorsque je me fie à ce que nous appelons développement, nous croyons que le développement est général. Mais à mon point de vue personnel, le développement est relatif. Bon, on ne va pas utiliser le développement dans ce cas. La gouvernance. Oui, la gouvernance, je ne crois pas qu'il y ait de meilleure gouvernance dans ce monde. Et nous disons qu'une gouvernance est meilleure lorsque les résultats escomptés sont appréciables. Mais lorsque ce n'est pas appréciable, on dit que cette gouvernance n'est pas meilleure. Peu importe qu'il a posé des stratégies tellement sophistiquées. Mais si les résultats escomptés ne sont pas bonnes, vous allez voir qu'on ne peut pas apprécier cette gouvernance de meilleure. Donc, je crois que lorsque nous nous basons sur la comparaison des gouvernances, voire par exemple au niveau des pays développés, on va dire que leur gouvernance est meilleure. Je ne crois Même pas. s'il y a des failles. On a vu aux États-Unis. On voit ce qui se passe en Russie avec ces éternels problèmes, avec d'autres pays qui l'entourent, l'Ukraine et autres. En France également, il y a des choses à reprocher à l'exécutif et autres. Effectivement. Moi, je crois que nous parlons de... On ne peut pas parler de gouvernance lorsqu'on exclut la population. Ce n'est pas possible. Maintenant, la population contribue à une bonne gouvernance, soit à une mauvaise gouvernance. Soit la population te permet de bien gouverner, ou soit la population ne te permet pas de bien gouverner. Maintenant, ça se passe comment? C'est quand votre idéologie est en concordance avec l'idéologie de la population et que vous êtes en mesure de faire ce que vous dites et vous dites ce que vous pouvez faire. En ce moment, vous allez voir que lorsque je ne sais pas ce que vous voulez gagner en fin de mandat, si vous n'arrivez même pas à l'atteindre et que votre idéologie est concordée avec l'idéologie de la population, on va dire que vous avez bien gouverné. En Afrique, on a eu à apprécier certains présidents. Alors que, en fait, si on compare leur gouvernance par rapport, ou bien le développement de leur pays, le développement matériel et économique de leur pays par rapport à d'autres pays, on ne peut pas les comparer. Ils sont encore en bas. Mais la population les apprécie parce qu'en fait, ils ont eu à faire quelque chose que la population veut. Donc, c'est ce que le pouvoir aussi doit savoir. Nous devons savoir le besoin réel de la population. Savoir si nous leur donnons ça. Parce que ça ne veut pas dire que c'est seulement
le gouvernement qui doit étudier la population. Ouais. Lorsque le besoin réel, ça ne veut pas dire le désir réel de la population. La population peut désirer quelque chose sans en avoir besoin, en fait. Et nous devons mettre la différence. Donc, par exemple, imagine que nous voulons qu'on construise des écoles. Et la population veut qu'on construise des écoles et autres pour le développement de... Alors qu'on n'a pas d'infrastructure, c'est-à-dire on n'a même pas des voies qui rallient les trucs là. L'État peut savoir qu'en fait, la population a besoin de quelque chose. Il désire l'école, mais on doit passer par les voies. Lorsqu'il y a des routes, les voies de communication... Comme le dit, la route du développement passe par le développement des routes. Tu vois. Donc tout ça là, ça joue. C'est que nous devons rentrer plutôt dans la psychologie de la population au lieu de se fier à ce que la population dit. Parce que parfois la population même réclame quelque chose pour laquelle lui-même il n'est pas conscient de ses avantages et de ses inconvénients. Donc nous nous sommes présentés en tant que maître, celui qui est en mesure de pouvoir mener à bien tout ce projet. Alors nous devons l'assumer en tant que gouvernement. Alors, Eddy Luyovo, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être que vous avez quelque chose à dire que je n'ai pas souligné dans mes questions. Je crois qu'on a tout dit et si je dois répéter quelque chose, je risque d'être redondant. Ouais. Et tout ce que moi je dois dire encore de plus, c'est que nous devons baser nos valeurs, toutes nos valeurs sur l'amour. L'amour doit être la base principale de tout ce que nous allons faire dans la vie. Au cas contraire, nous allons nous battre, nous allons nous défendre, mais rien ne va changer. On va faire tout ça là et se reposer seulement le jour où nous avons perdu notre souffle. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Eddy Luyovo, vous êtes coach spirituel et consultant en développement personnel. Merci d'avoir respecté notre rendez-vous. Je vous remercie, M. Takpa. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.